Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrator pour cette revue numéro 77, qui va être le passage en revue de la figurine que vous avez à gauche, à savoir le Shun d'Andromède version 3, que l'on appelle également Final Bronze Cloth, de chez Bandai Spirit en version EX, que je vais vous opposer à la version classique que vous avez juste à côté, et également à la version alternative de la marque Great Toys, qui était sortie déjà il y a quelques années. Alors cette nouvelle figurine Bandai, moi personnellement je l'attendais tout particulièrement, parce que faut bien l'admettre, côté nouveauté en 2022, c'était plutôt la soupe à la grimace, et ici nous avons face à nous une figurine inédite en version EX, donc forcément ça déclenche de l'intérêt. En plus, celui-ci est décuplé par le fait que cette gamme des New Bronze Cloth est à ce jour particulièrement réussie. Souvenez-vous, on a eu le droit à un Seiya de Pégase qui était magnifique, et également dernièrement un Shiryu du Dragon qui dégageait énormément de dynamisme grâce à des chevelures bonus qui étaient là également inédites. Et donc personnellement, j'ai hâte de voir si ce Shun est à la hauteur des deux autres. Pour ce qui est du comparatif, comme vous pouvez le voir, il y a de la matière, donc je vais me servir de la version classique pour comparer les packaging, les blisters et également le rendu final de la figurine lors du bilan. En ce qui concerne la version Great Toys, je m'en servirai surtout pour comparer les visages et les pièces d'armure, et également pour le rendu final lors du bilan. Donc je ne comparerai pas avec le packaging Great Toys, tout simplement parce que celui-ci n'offre aucun intérêt, c'était simplement un camouflage de la figurine. Donc voilà pour ce qui est du plan que je vais suivre, et on commence tout de suite avec les tarifs et les packaging. Donc ce Shun V3 New Bronze Cloth EX de chez Bandai est une version qui vient de sortir au Japon. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes en septembre 2022. Autrement dit, la version que vous avez face à vous est une version d'import que j'ai commandée comme d'habitude sur la boutique hobbygenki.com. Le lien sera comme d'habitude dans la description. Cette figurine est donc toujours en précommande dans vos boutiques européennes à un tarif qui avoisine les 100 € hors frais de port. Et donc elle débarquera a priori dans notre beau pays aux alentours de vraisemblablement décembre. Donc a priori c'est la figurine que vous aurez sous le sapin cette année. La figurine classique, quant à elle, est maintenant difficile à trouver en neuf, donc on la trouvera davantage d'occasion, à un tarif qui avoisine les 40 €. Il en sera de même d'ailleurs pour la figurine Great Toys, que vous pourrez également trouver dans des tarifs avoisinant les 40-50 €. On s'intéresse maintenant aux boîtes, avec du côté de la version EX du très bon et du moins bon. D'abord, on a le personnage qui est en position élégante, très caractéristique du personnage. À ses côtés, on a droit à une très jolie illustration de la constellation Andromède, avec des petites étoiles qui donnent un côté un peu féerique. Et en arrière-plan, on a droit, comme d'habitude, au décor apocalyptique du sanctuaire en ruine de la première partie du chapitre Hades. Pour ce qui est du moins bon, c'est plutôt dans les logos qu'il faut regarder. En fait, on retrouve comme d'habitude les logos Tamashii Nation, Bandai, etc. Mais en plus, on a vu l'émergence d'un nouveau logo qui est un peu tombé de nulle part, qui est celui que vous avez tout en haut à droite, à savoir Bandai Namco. Alors non seulement ce logo tombe de nulle part, mais en plus, on a l'impression qu'il tombe pas où il faut. En plus, côté esthétique, moi personnellement je trouve ça très moyen. On dirait un peu comme, vous savez, ces panneaux d'entrée d'agglomération, hein, ces rectangles blancs avec un entourage rouge. C'est vraiment à ça que ça m'a fait penser tout de suite. Enfin, on se demande vraiment ce que ce logo vient faire là maintenant, dans la mesure où Bandai et Namco c'est ensemble depuis maintenant des années. Donc pourquoi maintenant on vient accoler ce nom de Namco à celui de Bandai pour ces figurines, alors que ça aurait très bien pu être fait il y a des années, et sans doute le logo aurait été peut-être maintenant bien intégré. On comprend pas vraiment ce que ça vient faire là. En plus, tant qu'à rajouter le logo Namco, pourquoi rajouter également celui de Bandai qui est déjà présent en bas de la boîte? Il suffisait simplement de faire un logo Namco tout seul, qu'on venait simplement mettre à côté de celui de Tamashii qui est déjà à côté de celui de Bandai, et puis ça aurait été pas mal, ça aurait évité les redites, et puis ça aurait évité les problèmes d'intégration. Donc ça pour moi, ça dénote soit d'un grand amateurisme, c'est-à-dire que maintenant c'est même plus le stagiaire Photoshop, mais c'est son sous-stagiaire qui s'occupe de l'intégration des logos chez Bandai,
Soit, deuxième possibilité, peut-être d'ailleurs la plus probable, c'est que Bandai n'en a strictement plus rien à faire de cette gamme, c'est-à-dire qu'on dépose un logo comme ça à la vite, un peu comme un chien dépose sa crotte sur le sol. Sinon, en dehors de ça, bien, il y a comme d'habitude la présence d'une devise, donc ici le traducteur me dit qu'il s'agit des chaînes qui brillent du sang de la déesse. Donc là, bien sûr, ça fait référence au fait que c'est le sang d'Athéna qui fait évoluer les versions des Chevaliers de Bronze en version 3, donc le sang de la déesse, et on nous dit également que Shun avance avec gentillesse et foi, donc là ça fait bien entendu référence au caractère du personnage. Du côté de la classique, on a, comme c'était la coutume à l'époque, droit à une illustration d'Araki qui est très jolie. On a également un arrière-plan qui est vraiment très sobre, hein, qui représente le sanctuaire de nuit. Et sur celui-ci, on a le personnage, là aussi, avec une pose élégante qui lui va bien. Pour ce qui est de la devise, le traducteur me dit qu'il s'agit d'un petit espace caché, que la chaîne nébulaire relie les destins. Donc vous voyez que c'est vraiment très énigmatique, et c'était déjà le cas d'ailleurs pour le Shiryu V3 que j'ai passé dernièrement en revue, donc on était à l'époque un peu plus dans la poésie. Pour ce qui est des tranches, pas grand chose à dire du côté de la classique, puisqu'on a simplement la représentation de la Pandora Box. Du côté de la version EX, on a d'un côté la forme objet, et de l'autre côté, le personnage en pose. On jette maintenant un œil sur les arrières de ces boîtes, avec d'abord la version EX, et là je vais tout de suite vous rassurer sur le fait que les designers de chez Bandai n'avaient pas fumé avant de concevoir leur boîte, parce que ça c'est ce qu'on pourrait se dire en voyant ce Shun la tête en bas dans les airs. En fait ça fait directement référence à une scène des OAV d'Elysion, donc de l'animé. Donc le combat, le bref combat contre Thanatos, où on voit Shun comme ça dans les airs avec son rolling defense. On remarquera d'ailleurs qu'il y a le ciel bleu avec des nuages qui fait vraiment ici référence à Elysion. Maintenant, j'ai envie de dire que pour en arriver à faire un visuel comme ça, c'est que vraiment on manque d'inspiration pour ce qui est des poses. Et d'ailleurs, si on se souvient un peu de ce qui était sur la boîte du Shiryu V3, que je trouvais personnellement très chargé, ici on ne peut que faire le constat que c'est l'exact inverse. Donc vous voyez qu'il y a très peu de poses. On a juste envie de mettre l'accent sur les bonus que sont le Rolling Defense et le Thunder Wave. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment d'inspiration pour ce qui concerne le posing du personnage. Comme d'habitude, on a droit à un visuel des 5 configurations de visage qui sont disponibles dans cette boîte, et ici, comme ça, à première vue, on a l'impression que certains d'entre eux ont un côté un peu poupon. Enfin, on a droit à ce qu'est le bonus de cette version 3, à savoir la présence dans la boîte d'une petite statuette de Iki tenant Shun bébé dans ses bras. Donc là, vous avez déjà un aperçu de ce que ça va donner. Du côté de la classique, je dirais qu'on a beaucoup plus d'inspiration en ce qui concerne les poses, ce qui est presque un comble parce que il faut bien admettre qu'il n'y a qu'une seule configuration de visage dans les versions classiques, donc c'est quand même malheureux d'avoir plus de variété dans les posings alors qu'il y a moins de variété dans les visages. On a droit aussi à un arrière-plan qui est plutôt sympa avec la nébuleuse et également un petit peu en transparence le médaillon d'Hadès qui est du plus bel effet. Donc pour moi, cette boîte est à la fois élégante et sobre. Enfin, il reste le dessus des boîtes à évoquer. Donc du côté de la classique, rien à déclarer. Encore une fois, c'est plus ou moins la Pandora Box. Du côté de la version EX, on a droit à l'hôtel d'Athéna, c'est-à-dire l'endroit où Shion a utilisé le sang d'Athéna pour faire évoluer les armures des bronzes. Pour ce qui est du dessous de la boîte, on a comme d'habitude droit aux mentions légales, donc uniquement ça du côté de la version classique. Avec ça, en plus, on a simplement le personnage en pose du côté de la version EX. Donc voilà pour ce qui est de ces tours de packaging, donc on va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus, à savoir les contenus.
Allez, donc on jette un coup d'œil en détail sur les blisters de la version EX, avec ce premier blister qui contient le personnage. Donc on remarque qu'on continue un peu dans la tradition des deux figurines précédemment sorties, avec un personnage qui n'a pas de main civile. De même, on n'a toujours qu'un seul jeu de protège-main, donc ça c'est un petit peu rageant. Sinon, dans ce blister, eh bien, vous avez la majeure partie des pièces d'armure, qui sont quasiment toutes en métal, à l'exception du diadème et des protège-mains. Dans ce deuxième blister, on a un contenu qui est assez riche, avec d'abord 4 configurations de visage qui sont assez variées. On a un visage criant, un souriant, un aux yeux fermés et un aux dents serrées. Moi personnellement, je regrette tout de même l'abandon du visage larmoyant qui était donné avec la version 2 et que vous ne retrouverez pas ici pour cette version 3. On a également 4 paires de mains alternatives, donc si on y ajoute celle qui est présente sur la figurine, ça nous fait donc 5 paires de mains au total, ce qui est un peu plus que le Shiryu précédemment sorti. On a également dans ce blister la chevelure trouée qui permettra de venir accueillir le diadème. Et enfin, on aura les pièces qui permettent de faire la forme objet, avec notamment un effet un peu entrelacé des chaînes qui est plutôt sympa. Enfin, dernier blister dans lequel vous allez retrouver les bonus. D'abord, les bonus chaînes qui sont en plastique, donc ça vous permettra de faire le Thunder Wave et le Rolling Defense. Vous avez également, notamment dans ce blister, le Iki avec le bébé Shun dans ses bras. Donc moi personnellement je trouve ce bonus quand même assez sympa, donc on regrettera peut-être le fait que c'est pas articulé, mais en tout cas il a le mérite d'être là. En plus moi personnellement je le trouve assez bien réalisé, en fait je retrouve bien la bouille du petit Iki enfant, qu'on retrouve notamment dans l'épisode Face à Shaka dans les enfers. On a ce côté un peu trapu qui transparaît bien dans la figurine. Concernant les matériaux, dans ce blister, quasiment tout est en plastique, sauf les vraies chaînes qui, elles, viendront se mettre au poignet du personnage. Donc voilà pour ce qui est du comparatif des blisters, on va passer maintenant au comparatif des pièces. Allez, donc on passe au comparatif des pièces EX de chez Bandai face à celles de la Great Toys. Et d'abord, on va parler des mains. Donc en ce qui concerne le nombre de mains, donc vous voyez qu'il y a le même nombre de mains de part et d'autre, mais il y a une main supplémentaire du côté de chez Great Toys, qui est une main à plat. Pour ce qui est de la qualité des mains, vous voyez que c'est une qualité du côté de chez Great Toys qui est vraiment exécrable, aussi bien en termes de forme des doigts, qui sont un petit peu des doigts quenelles. Je pense que vous le voyez clairement ici sur la main qui permet de faire le Thunder Wave, mais c'est pas le défaut majeur. Le défaut majeur, je pense qu'il vous apparaît comme le nez au milieu de la figure, à savoir le fait que la peinture a déteint énormément sur les doigts. Donc ça c'est un gros défaut de cette figurine, un défaut qui est connu. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune main qui a été épargnée. On arrive maintenant donc sur les pièces de l'armure, et donc vous voyez que la Great Toys se défend plutôt bien vis-à-vis de la forme de ces pièces, donc notamment sur l'avant-bras qui a une forme qui est un petit peu plus acérée par rapport à la Bandai. Vous remarquez que du côté de Bandai, au niveau du bas de jambe, on a une pièce qui est en deux parties, mais pour une fois, les deux parties sont en métal, donc ça c'est plutôt innovant de la part de Bandai, et c'est une bonne chose parce que ça permet d'éviter les différences de coloris. Au niveau de la cuissarde, vous voyez que les pièces sont quand même assez similaires. De même pour ce qui est des épaulières, qui n'ont pas grande différence, peut-être une pièce Bandai qui est un tout petit peu plus large. Au niveau des plastrons, là aussi, c'est vraiment très très proche, avec un col au niveau de Bandai qui est un tout petit peu plus relevé que sur la Great Toys, pour lequel celui-ci est un tout petit peu plus plat. Enfin, pour ce qui est des diadèmes, on a quand même une grosse différence d'épaisseur. Vous voyez que la pièce Bandai est tout de même plus fine que celle de la version Great Toys. Donc voilà pour ce qui est des pièces. On va passer maintenant au passage en revue des visages. On va donc débuter tout de suite avec d'abord un aperçu des deux visages. Donc vous avez le visage de la V3 à gauche et celui de la V2 à droite. Et les premiers constats que l'on peut faire, c'est que le visage de la V2 est, comme vous le voyez, légèrement plus long. Donc la question est, est-ce que ça a des incidences sur les différentes parties du visage? Eh bien vous allez voir que oui. Donc sur ce visuel, en fait, vous avez des rectangles qui permettent vraiment de visualiser les éléments constitutifs du visage. Donc vous voyez qu'au niveau des yeux, c'est placé à peu près au même niveau.
Au niveau du nez, en revanche, on voit bien qu'au niveau de la version 2, il est plus bas sur le visage, et il en est de même pour ce qui est de la bouche. Et vous pouvez voir avec le rectangle en jaune que le visage de la V2 est bien un petit peu plus long que celui de la V3. Donc du coup, à partir de là, on peut se poser la question, mais qui est dans le vrai? Et donc pour répondre à ça, eh bien, on va se servir des visuels suivants. Sur ce visuel, on a donc le visage neutre qui est monté de part et d'autre sur la chevelure du V3. Avant d'aller plus loin dans ce comparatif, je vais simplement vous montrer pourquoi j'ai mis le visage de Great Toys hors course avec ce visuel. Alors vous pouvez remarquer que en fait ce visage est un peu grossier hein, quand on le compare par exemple à celui du V2 qui est juste à l'arrière-plan. Grossier de par sa forme, parce que vous voyez qu'on a une forme qui est quand même un peu trop arrondie hein, quand on le compare au Seitei, mais également aussi par sa qualité. Vous voyez des bavures de plastique notamment, et un plastique qui est globalement de pas très bonne qualité et qui reflète pas mal la lumière. Donc il avait cet avantage tout de même d'être monté sur une chevelure avec des mèches qui étaient mobiles, mais malheureusement ça se faisait tout de même au détriment de la fidélité, puisque vous voyez que en termes de ressemblance par rapport à la chevelure d'origine, on est quand même pas mal distant. Donc voilà pourquoi du côté de Great Toys, eh bien, on n'aura pas vraiment les meilleurs visages disponibles. Donc du coup, ça nous fait nous concentrer vraiment sur ces deux versions Bandai qui sont tout de même différentes. Donc d'abord, ce que l'on va noter, c'est que le visage du Seitei a un aspect qui est mélancolique et un visage qui est assez allongé. Et c'est là que l'on va donner tout de suite la victoire au visage de la version de chez Bandai, puisque vous voyez que en termes de longueur, eh bien, on est davantage proche du Seitei, et en termes d'expression du visage, eh bien, l'expression un peu trop éveillée et déterminée du visage de la V3 est tout de même assez éloignée du côté mélancolique, que l'on retrouve d'ailleurs plus sur le visage de la V2. Je vais m'arrêter un instant sur la chevelure que personnellement je trouve plutôt bien réussie. On voit bien le même mouvement qu'il y a sur le Seitei avec un mouvement qui est enveloppant. Bon, bien entendu, hein, c'est pas non plus au rasoir hein, la fidélité. Hein, vous avez quelques mèches comme ça qui vont un peu trop vers l'extérieur, mais globalement, ben, la forme elle est tout de même bien respectée. Donc du coup, fort de ce constat, bien, vous pourriez très bien vous dire que le match est plié et que maintenant ben, les choses sont claires. Il faut vraiment customiser son Shun V3 avec les visages du V2. Mais vous allez voir sur les visuels suivants que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça n'y paraît. D'abord par le fait qu'il y a d'autres expressions de visage. Donc pour cela, on va se servir de ce visuel. Ici donc on a le visage criant et là on voit que les choses sont nettement moins claires puisque en fait l'expression du visage criant ajoute de la longueur au visage de la V3, ce qui fait que du coup en termes de fidélité, eh bien cette fois-ci moi personnellement je trouve que le visage de la V3 est beaucoup plus fidèle au visuel que vous avez tout à droite, simplement du fait que la détermination du regard est présente sur ce visage alors que du côté du visage V2, eh bien le regard est tout de même assez neutre et beaucoup moins en adéquation avec l'expression de la bouche. Tant qu'on est sur la bouche, je peux également évoquer le fait que celle de la V3 est beaucoup mieux dessinée que celle de la V2. Je vais vous zoomer un max dessus et vous allez vous rendre compte de la finesse de la V3 par rapport à la V2 qui était un visage bon, de génération précédente. Hein. Vous voyez que c'est un peu plus grossier. Hein. On a beaucoup moins cet effet de profondeur et des lèvres qui sont beaucoup moins bien dessinées que sur les visages de nouvelle génération de chez Bandai. Donc vous voyez que ici, sur ce visage criant, eh bien, selon moi, la victoire va clairement à celui de la Bandai V3. Encore une fois, par acquis de conscience, je vais vous montrer ce que ça donnait chez Great Toys. Et là, vous pouvez vous rendre compte, encore une fois, qu'on est tout de même bien loin de la qualité et de la finesse des visages Bandai. Donc voilà pour ce qui est de cette expression. On arrive maintenant donc sur le visage avec le sourire ou le rictus, ça dépend de la version. Donc vous voyez qu'on a juste un petit sourire léger sur la Bandai V2 alors qu'on a un vrai sourire sur la Bandai V3, ce qui correspond davantage au visuel que vous avez sur le Seitei tout à droite. Et là, ben, je dois dire que c'est pareil, hein, je préfère le visage de la Bandai V3. Bon, d'abord évidemment parce que l'expression de visage est la même, mais aussi parce que vous voyez qu'il y a un léger plissement des yeux
qui correspond bien ici à ce qu'on a sur le Setei et qui retranscrit bien la joie du personnage, alors que du côté de la version Bandai V2, ben on a pareil au niveau de la forme des yeux que pour le visage neutre, c'est juste au niveau de la bouche qu'on a un léger sourire, donc ce qui fait que l'expression de joie, elle est tout de même moins naturelle que sur le visage V3. Et donc quand on regarde vraiment ce Setei à droite avec le visage de la V3 tout à gauche, eh bien on ne peut qu'être frappé par la ressemblance entre ces deux visages. Enfin en tout cas moi personnellement je trouve que ça ressemble énormément au design d'origine. Côté Great Toys, eh bien ça donnait ça. Vous voyez que là, on remarque clairement hein, la qualité que j'évoquais tout à l'heure, qui était bien plus faible sur le Great Toys, et que ce visage il est tout de même assez dégoûtant quand on le regarde comme ça en gros plan. Bon, en plus, avec le petit sourire banane, ça fait pas expression super naturelle. Et là, donc, vous allez me dire, bon, d'accord, les chevelures civiles, c'est bien, mais quid du rendu casqué? Eh bien, la réponse va se trouver sur ce visuel. Donc c'est ici que nous attend en fait la plus grosse surprise. Donc on a vu que le visage V2 l'emportait en version civile sur celui de la V3, et ici ben, c'est tout à fait une autre histoire, puisque quand on regarde le Setei une fois casqué, on se rend compte, surtout si on compare avec l'autre Setei en version civile tout à droite, que le visage est beaucoup moins allongé que sur la version civile. Donc ça pour moi c'était vraiment une surprise parce que je partais du principe que au niveau des proportions c'était pareil, mais en fait pas du tout. En version casquée, le visage est plus court, et ce qui fait que du coup comme il est plus court, eh bien il se rapproche davantage du visage de la Bandai V3. Ceci me laisse donc penser que Bandai, lorsqu'il conçoit ses visages, prend d'abord comme modèle le visage casqué, et puis ensuite eh ben, utilise ce visage, quoi qu'il arrive, sur la chevelure civile, en faisant en sorte que la chevelure civile épouse le mieux possible le visage qui est normalement optimisé pour la chevelure casquée, mais pour autant, on n'aura pas exactement ce que l'on a sur le Setei quand on a le personnage en version civile. Donc voilà pourquoi, a priori, vous avez un visage qui est plus fidèle avec le casque que sans le casque. Alors peut-être vous ne serez pas forcément convaincu par le constat que je viens de faire, mais en fait quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a quand même plus de points de correspondance entre le visage de la version 3 et le Setei qu'avec le visage de la version 2. Pour vous le prouver, ben, je me suis livré une petite expérience. Regardez, j'ai simplement superposé le Setei avec le visage de la V3, et j'ai fait exactement la même chose avec le visage de la V2, donc en essayant bien entendu de conserver les proportions. Pour cela, eh bien, je me suis servi comme point de repère des yeux. Alors il fallait de toute façon que je prenne un point de repère. Donc j'ai décidé de prendre les yeux tout simplement parce que ça représente, allez, on va dire même plus qu'un tiers de l'expression d'un visage. Donc à partir du moment où j'ai cadré les yeux, eh bien tout le reste normalement doit tomber en place. Et on se rend compte que au niveau du visage de la V3, eh bien c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous voyez que les yeux sont bien en place, bien encadrés. On remarque ça ici à ce niveau. Et pareil sur l'œil droit. Donc au niveau de la proportion, eh bien, on est tout de même pas mal raccord. Et on se rend compte qu'en faisant cela, eh bien, au niveau du nez, ça tombe où il faut. Au niveau de la bouche, c'est quasiment pareil. Et au niveau surtout de la longueur du visage, eh bien, vous voyez qu'on est à l'exacte longueur du visage de la figurine. Alors vous allez me dire, oui, mais le visage il est un peu plus large. Certes, mais n'oubliez pas qu'ici, on a une image 2D, alors qu'en fait, le visage est en 3D, donc vous avez une courbure de visage qui nous donne cet effet. Si vraiment le visage était aplati et coupé en 2D, eh bien on serait sans doute dans des proportions similaires. Quand on regarde pour ce qui est du visage de la V2, eh bien on se rend compte que c'est pas du tout la même chose, et c'est là qu'on voit que ce visage est beaucoup plus long. Alors beaucoup plus long, c'est peut-être extrême, mais en tout cas plus long que celui du design d'origine, et ce qui a une incidence sur la position de la bouche, qui, vous le voyez, est plus basse sur la figurine, et également à un moindre niveau, mais en tout cas c'est un peu le cas du nez qui est un peu plus long que celui du Setei. Donc vous voyez que en fait ici la preuve est faite par l'image. Ce que l'on pouvait avoir comme impression au départ, à savoir que le visage de la V2, du fait d'une longueur plus importante et donc plus fidèle à celui du personnage lorsqu'il est casqué, eh bien en fait c'était simplement une impression, et au final c'est plutôt le visage de la V3 qui est plus fidèle à celui du design d'origine.
Vous voyez également qu'en termes de grosseur des yeux, eh ben, ça cloche aussi un petit peu du côté de la V2, aussi bien en termes de largeur de l'œil qu'en termes aussi de grosseur de l'iris, qui est un peu plus petite que ce que l'on peut avoir sur le Ceteil et qui correspond pas mal en proportion à ce que l'on a sur le visage de la V3. Alors pour autant, le visage de la V3 est pas parfait. On a, vous voyez, au niveau des iris qui ont un strabisme un peu convergent, qui peut donner l'impression sur une photo en 2D d'un personnage qui louche un peu, mais en réel, on n'a pas vraiment cette impression. Par acquis de conscience, à nouveau, on va jeter un coup d'œil sur le visage Great Toys en version casquée, et on va se rendre compte que au niveau du diadème, cette fois, il y a tout de même un gros niveau d'écart avec la figurine alternative, comme vous pouvez le voir. En termes de finesse, eh bien, on est bien loin ici chez Great Toys de la finesse du Ceteil, qui est plutôt bien retranscrite. Vous pouvez le voir ici au niveau du diadème, par exemple sur la V2. Remarquez que l'angle de prise de vue est un petit peu différent sur la V3. On a un visage qui est un petit peu plus relevé, ce qui peut créer un effet un petit peu plus massif au niveau du diadème. Et ceci est dû vraiment uniquement à l'angle de vue, puisque vous voyez qu'ici, ça fait un petit peu plus fin sur le V2. Enfin, en tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est tout de même sur un aspect beaucoup moins mastoc que ce qu'on pouvait avoir sur le visage Great Toys. Il nous reste donc à passer en revue les derniers visages, donc que j'ai monté à nouveau sur le casque. Donc le visage aux yeux fermés. Donc du côté de chez Great Toys, cette fois-ci on se défend plutôt pas trop mal, même si on est toujours dans un visage qui est un peu trop arrondi. Et puis une qualité de plastique qui est quand même bien inférieure à la qualité des deux autres. Pour ce qui est des deux autres visages, vous voyez qu'ils sont quand même très beaux tous les deux. Au niveau de la ressemblance, ça va être très compliqué pour moi parce que je n'ai pas de Ceteil pour vous le comparer. Mais simplement, on peut voir que les deux tiennent bien la route. On a un personnage qui fait vraiment très solennel. Alors peut-être un aspect un peu plus serein et mélancolique sur la V2. Et un aspect presque un peu taquin sur la V3. Donc là, ça va être vraiment une question de goût. Moi, j'ai du mal à choisir entre les deux, je trouve que les deux sont très bien. Pour ce qui est de Great Toys, eh bien, il n'y a pas de visage supplémentaire. En revanche, pour la V2 et la V3 de chez Bandai, il y a un visage en plus qui a une expression totalement différente sur les deux. Donc on a un visage larmoyant qui faisait un peu trop caricatural donc sur la V2, mais qui tout de même avait le mérite d'exister. Ça retranscrivait bien l'expression de tristesse du personnage. Et du côté de la V3, on a plutôt un visage, vous voyez, pugnace, donc un visage typé action, que je trouve personnellement plutôt bien réussi. Les traits du visage sont bien fins comme il faut. La bouche a certes un petit trait de crayon qui est venu accentuer la profondeur de celle-ci, mais même sans ça, les lèvres sont plutôt bien dessinées. On est loin du visage presque catastrophique qui avait été initié avec le Saga 24K. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce visage, où vraiment on avait eu un trait de crayon de couleur qui était vraiment nécessaire pour marquer la forme de la bouche. Ici, ça ne fait que l'accentuer. Très naturellement, il l'est fait de par le sculpte du visage, que je trouve vraiment très fin. Donc voilà pour ce qui est du comparatif des visages. Donc vous l'aurez compris, du point de vue du match, je dirais que le seul secteur où la Bandai V2 surpasse le visage de la Bandai V3, c'est en configuration chevelure civile. Dans tous les autres secteurs, selon moi, le visage de la Bandai V3 est plus ressemblant au Ceteil, que ce soit dans son expression neutre ou dans ses expressions d'attaque. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif. On va maintenant passer en revue le personnage sans armure. Allez, donc on passe en revue le personnage sans armure, avec tout d'abord une impression d'ensemble qui fait que le personnage a une certaine allure, même sans armure. Côté rigidité, il n'y a pas grand chose à dire pour ce qui est du haut de la figurine, puisque aussi bien au niveau du cou qu'au niveau des bras et au niveau du buste, c'est suffisamment rigide pour bien faire tenir la figurine, mais également suffisamment mobile pour pouvoir lui donner les posings que l'on veut. En revanche, pour ce qui est de l'entrejambe, c'est souvent là qu'a lieu la loterie, et moi personnellement, j'ai pas tiré le bon numéro du côté de la jambe droite, puisque vous voyez que au niveau de la rigidité de celle-ci, c'est quand même assez médiocre. En revanche, pour ce qui est de la jambe gauche, ça tient plutôt bien. Pour ce qui est des genoux, pas de problème à signaler, ils sont bien rigides comme il faut. Donc au final, je dirais que la rigidité de ce corps est
et moyenne plus, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que normalement ça devrait le faire pour ce qui est de tenir les posings, mais c'est pas non plus le corps qui sera le plus rigide dans le temps, ce qui fait que peut-être ça nécessitera de le rigidifier à un moment ou à un autre. On va passer maintenant au montage. Niveau difficulté de montage, pas grand chose à dire. J'avais pas mal d'attentes concernant les petites genouillères parce qu'il faut bien admettre que c'était l'un des gros défauts de la version Great Toys, dans le sens où elle ne tenait que à peine sur la figurine. Ici, il n'y a aucun problème, hein, ça se fixe très bien à l'intérieur des genoux et ça tient très bien. Pour ce qui est du bas des jambes, le fait qu'il soit en deux parties, pour une fois tout en métal, ne pose pas de soucis au niveau de la jonction entre les deux parties. Et il n'y a pas non plus de problème concernant le poids de cette pièce qui ferait qu'elle viendrait à descendre sur le pied. Tout cela tient très très bien sur la jambe. En ce qui concerne la ceinture, celle-ci a une boucle qui fait un peu penser à celle de la figurine de Sid de Mizar en version EX. Maintenant, contrairement à cette figurine, celle-ci ne tient pas très bien, donc mon conseil, ça serait simplement de la positionner seulement à la fin du montage. Rien à dire concernant le plastron qui utilise le système habituel d'une partie avant qu'il faut déclipser pour pouvoir l'ouvrir, et puis ensuite ça se positionne très facilement sur le personnage. Les épaulières quant à elles viennent se fixer sur les épaules au moyen d'un clips, comme pour tous les Andromèdes d'ailleurs, et donc il faut essayer d'épouser un maximum le bras avec celle-ci. Pour ce qui est des chaînes, je vous conseille de les enrouler à partir de la base du poignet et de remonter sur le bras et de faire en sorte que la chaîne ensuite arrive par l'arrière de la main pour la positionner dans celle-ci. Enfin pour ce qui est du diadème, rien à dire, il se positionne très facilement sur la figurine. Je vais profiter de la fin de ce montage pour vous faire un petit topo sur le personnage de Sean en version 3. Donc celui-ci revêt cette armure à la toute fin de la partie Hades Sanctuary grâce à Shion qui fait évoluer son armure V2 en V3 grâce au sang d'Athéna. Ensuite arrive le chapitre Inferno dans lequel a priori Sean est le personnage principal dans la mesure où c'est lui qui est porteur de l'âme d'Hadès. Cependant il y a quand même un énorme défaut, c'est que ça lui facilite grandement ses combats dès lors que ses adversaires reconnaissent en lui leur empereur, donc c'est le cas notamment face à Acheron et également face à Radamantis, donc ça lui avorte un petit peu ses combats et du coup leur intérêt en devient beaucoup plus limité. Je dirais même que c'est pire à partir du moment où Hadès prend complètement possession de son corps parce que ça l'élimine complètement de tout ce qui est action dans la partie Inferno jusqu'à ce qu'il ait son mini moment de gloire au moment où il essaye de reprendre possession de son corps face à Hadès. Donc tout ça fait que personnellement, le Sean de ce chapitre, c'est vraiment celui que j'aime le moins dans la série, parce que il est le plus souvent passif ou acteur à mi-temps, et même après sa reprise de conscience, il ne jouera en fait que des seconds rôles face notamment à Thanatos et Hypnos. En ce qui concerne son armure, en revanche, je l'aime beaucoup, en fait j'apprécie beaucoup les cuissardes montantes qui confèrent le côté un peu féminin qui va bien à l'armure d'Andromède. Donc voilà pour le topo, je vous laisse apprécier la fin du montage et nous on se retrouve juste après le posing pour le bilan.
De retour pour ce bilan avec une comparaison qu'on va faire en deux temps. D'abord la IX face à la classique et ensuite face à la Great Toys. Alors qu'est-ce que je peux dire sur la classique? Eh bien que globalement l'allure de la figurine est presque la même que celle de la IX. Les deux figurines sont vraiment très proches, notamment pour le bas de la figurine. Alors pour ce qui est du bas, il y a tout de même deux différences que l'on peut noter. Première différence, c'est au niveau des articulations de l'entrejambe qui sont tout de même moins discrètes sur la version classique que sur la version IX. Et deuxième différence, c'est un des défauts de cette figurine classique, à savoir la rupture de coloris qu'il y a entre le bas des jambes et la partie supérieure de la jambière. Donc vous voyez qu'il y a tout de même une différence de coloris due énormément à la différence de matériaux utilisés, puisque je vous rappelle que sur cette classique, le bas de la jambe était lui en plastique et le haut de cette jambière était en métal. Donc c'est quand même assez difficile à ce moment-là d'obtenir le même coloris au niveau de la peinture. Pour ce qui est du haut de l'armure, c'est presque identique, donc vous voyez qu'au niveau de la forme des pièces, c'est quand même assez proche. Maintenant, la différence notable qu'il y a entre les deux figurines, c'est au niveau, encore une fois, de la peinture qu'elle a lieu, puisque vous avez un rose qui est plutôt mat au niveau du plastron, et un rose brillant au niveau de ses épaulières de la classique, alors que du côté de la version IX, tout est uniforme. Enfin, pour ce qui est de la tête de cette classique, je dirais que c'était déjà du bon boulot. Au niveau de la forme de la chevelure, vous voyez que c'est quand même bien fidèle. Au niveau de la forme du visage, là aussi, on est plutôt dans le vrai. Bon, il a tout de même trois inconvénients. Le premier, c'est l'écartement qu'il y a entre les yeux, qui est un peu trop important. Le deuxième, c'est le trait de crayon au niveau de la bouche en orange, que je trouve pas forcément du meilleur goût. Et enfin, le dernier, alors qui est plus ou moins affaire de goût, c'est ce côté un peu opaque qu'ont ces visages classiques et qui peut éventuellement déplaire. Mais en fait, c'est que des détails, puisque quand on considère tout de même l'âge de cette figurine, et aussi le côté un peu mélancolique que dégage ce visage, on se dit que Bandai avait tout de même bien rempli le job. Néanmoins, en ce qui concerne la conformité de l'armure, maintenant, vous voyez qu'au niveau de ce diadème, là aussi, c'est un des défauts, à savoir le côté un peu trop massif de celui-ci, qui a d'ailleurs été corrigé sur la version IX. Donc globalement, vous voyez que le niveau de ressemblance était tout de même déjà bien élevé sur cette classique, et donc la version IX ne vient qu'affiner tout ça et uniformiser au niveau de la peinture. Donc voilà pour ce qui est de ce premier comparatif. On va passer maintenant au comparatif avec la version IX Great Toys. On y va pour le comparatif avec la Great Toys et on en profitera également pour faire l'analyse de conformité par rapport au Setei. Donc du point de vue du bas de la figurine, pour ce qui est du tout bas de la jambe, je dirais que ça va plutôt à l'avantage de la Bandai. Vous voyez notamment qu'au niveau du pied, il y a une petite boule qui a été transformée en une sorte de pente sur la Great Toys, donc ce qui est un manque de conformité. Si on monte un petit peu plus, on arrive avec le combo par rapport à la genouillère qui est tout de même mieux intégré dans ce bas de jambe sur la Bandai que sur la figurine Great Toys.
En revanche, pour ce qui est de la cuissarde, vous voyez que ici, la cuissarde de la Bandai devrait normalement descendre un peu plus bas sur la genouillère, ce qu'a fait d'ailleurs Great Toys. Donc de ce côté-là, ils sont plus dans la fidélité. Maintenant, d'où vient ce choix de Bandai? D'abord, il faut dire qu'ils avaient fait exactement le même choix sur leur figurine classique, donc il doit y avoir forcément une raison. Et pour moi, la raison, elle est globalement mécanique. Ça veut dire qu'on n'avait pas envie, je pense, que la genouillère soit sans arrêt en train de sauter à la manipulation avec le contact avec la cuissarde. Si vous vous souvenez un peu le test que j'avais fait du Daichi, où j'évoquais d'ailleurs ce défaut-là, la genouillère avait tendance à sauter lorsque on pliait la jambe du personnage. Donc à mon avis, c'est ça qu'a voulu éviter Bandai. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont eu raison parce que c'est le gros défaut de cette figurine Great Toys. Les genouillères tiennent très très mal. On a peine à les faire tenir tout simplement parce qu'elles rentrent en contact avec la cuissarde. Mais vous voyez que globalement, c'est quand même plutôt du bon boulot des deux côtés. On arrive à la ceinture qui est plutôt bien proportionnée des deux côtés, même si la boucle de ceinture de Bandai est tout de même plus fidèle du côté de sa forme, mais également du côté de sa hauteur. Vous voyez que ça va un petit peu plus en pointe du côté de chez Great Toys, mais bon, ça reste tout de même esthétique. En ce qui concerne les avant-bras, c'est pas trop mal proportionné des deux côtés. La seule différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est vraiment un problème de rendu. C'est-à-dire que pour ce qui est de la figurine Bandai, vous voyez qu'on peut positionner l'avant-bras exactement comme sur le Setei, c'est-à-dire avec la pièce apparente sur le côté. Alors que sur la figurine Great Toys, celle-ci a été taillée pour vraiment coller au coude du personnage, ce qui fait que vous ne pourrez pas la faire pivoter pour cacher un peu la chair du personnage. Donc ça, c'est tout de même un défaut qui, moi, me gênait. Un autre défaut également qui me gênait, c'est ces protège-mains qui sont un petit peu grossiers sur la Great Toys et surtout qui ne tiennent pas. Bon, je ne vais pas non plus en rajouter une couche sur les doigts rosés du personnage, mais vous voyez que tout ça, bien entendu, a été amélioré sur la figurine Bandai et il n'y a pas le problème de qualité au niveau de la peinture des doigts. Néanmoins, c'est tout de même pas parfait et là je vais évoquer le sujet qui fâche, à savoir cette innovation entre guillemets sur la tenue des chaînes sur les poignets du personnage. Donc là ils nous ont pondu un système que je trouve très foireux, où on a une pièce qui sert à moitié pour tenir la chaîne et à moitié pour venir finir la pièce d'avant-bras. Je trouve que c'est pas bien fait, l'intégration se fait très mal. Alors fort heureusement, quand on enroule les chaînes autour du bras du personnage, ceci ne se voit plus du tout. Mais sinon, il faut vraiment jouer avec ces deux pièces-là pour vraiment avoir un rendu qui soit correct. Donc ça, je trouve que c'est pas très bien vu. Il aurait fallu soit que la chaîne soit directement intégrée à la pièce d'avant-bras, comme c'était le cas d'ailleurs pour la version classique, soit qu'il fasse un peu comme Great Toys, c'est-à-dire juste une pièce autour des poignets qui tient la chaîne. Ça me paraissait tout de même plus discret. Pour ce qui est du plastron et des épaulières, je ne vais pas dire grand-chose. Des deux côtés, c'est à peu près dans les mêmes proportions et c'est plutôt fidèle à ce que l'on voit sur les Setei. La différence notable qu'il va y avoir entre les deux figurines, ça va être surtout au niveau de la couleur de la peinture qui est plus dans les tons rouges. Donc on peut dire qu'au niveau de la couleur de la peinture, la version Bandai est un peu plus fidèle. Enfin, il me reste juste à évoquer les têtes, sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre parce que je l'ai déjà fait lors du comparatif des visages. Je vais simplement redire le fait que la version Bandai est tout de même plus fine que la version Great Toys, dont le visage est un peu plus grossier et aussi de moins bonne qualité. De même, la chevelure est tout de même moins fidèle que la version UX Bandai et le diadème est tout de même trop massif par rapport au Setei. Maintenant, la version Great Toys avait tout de même pour elle ces mèches articulées qui permettent vraiment de bien ajuster les posings. Donc globalement, je dirais que pour cette version Great Toys, on n'a pas tout à fait la même chose que ce qu'on en avait pour le Seiya de cette même marque. Je ne peux pas dire que ce Shun Great Toys se prenne une claque dans la gueule par rapport à la figurine Bandai. Loin de là, c'est tout de même une figurine qui était déjà pas mal aboutie. Je dirais simplement que la version Bandai vient y ajouter un peu plus de finesse et un peu plus de qualité de finition par rapport à la figurine alternative. Donc voilà pour ce qui est de ces comparatifs. Et maintenant, donc, on va arriver au moment du bilan des plus et des moins de cette version Bandai iX. Alors du côté des points positifs, d'abord le point principal, à savoir le fait que cette figurine est bien fidèle au Setei. En cela, elle est dans la lignée des deux autres qui sont précédemment sortis par la marque.
On peut évoquer également la bonne variété des visages et des mains. Il y a quand même pas mal de configurations possibles et du point de vue des mains, il y en a même plus que pour le Shiryu précédemment sorti. On peut évoquer également la bonne qualité de peinture à la fois pour ce qui est de son application mais également pour ce qui est du coloris que je trouve personnellement superbe. On peut aussi se féliciter du fait que Bandai a enfin fait des bas de jambes qui sont en métal. Donc rappelez-vous, pour ce qui est du Seiya V3 de cette même marque, ils avaient à nouveau adopté cette jambière en deux parties avec une partie métal et une partie plastique, ce qui provoquait une rupture de coloris. Ici, tout est du même matériau et du coup, on a une très bonne uniformité de la peinture. Enfin, dernier point positif, ce sont les diverses bonus qui nous sont donnés. Bon, d'abord pour ce qui est des chaînes bonus, bon ça c'est habituel avec Andromeda, donc on a la possibilité de faire l'attaque du Thunder Wave et la Rolling Defense, donc ça c'est plutôt bien. Mais en plus, la petite attention qui fait plaisir, c'est cette figurine du Iki enfant tenant le Shun bébé dans ses bras, qui ravira forcément les collectionneurs. Pour ce qui est des points négatifs maintenant, pour moi le principal c'est leur nouveau système de tenue des chaînes que je trouve complètement foireux. Il aurait mieux valu qu'ils reprennent exactement le système habituel des petites pièces qui se mettent sur les poignets et qui faisait largement le job plutôt que de se lancer dans un truc qui est à mi-chemin entre l'intégration dans la pièce d'avant-bras et le fait de les avoir à part. Donc là, ils ont coupé la poire en deux et en général, quand on fait ça, eh bien, on crée de la déception. Également du côté des points négatifs, même si c'est à un degré moindre, on peut évoquer le visage neutre qui ne parvient pas à retranscrire le côté un peu mélancolique du personnage, même s'il est tout de même fidèle au Shun de la partie Hades. Enfin, dernier point qui aurait pu être amélioré, c'est la rigidité du bas de la figurine qui est tout de même très moyenne. Donc pour conclure, est-ce que je conseillerais d'acheter cette figurine? Eh bien la réponse est un grand oui. Oui, parce que cette figurine est dans la droite lignée des deux figurines V3 que Bandai a sorti précédemment. Il ne dénote pas au niveau de sa qualité, au niveau de sa ressemblance. Donc bien entendu, pour moi, c'est un must-have si tant est que vous êtes intéressé par le chapitre Hades. Donc voilà pour ce qui est de cette revue numéro 77, qui, je l'espère, vous aura renseigné et diverti. Si c'est le cas, je vous encourage, comme d'habitude, à faire un passage dans l'espace commentaire pour me donner vos impressions. N'oubliez pas également de liker ou de disliker cette vidéo, ce qui participe à son référencement sur YouTube. Vous pouvez enfin, si le contenu de la chaîne vous intéresse, vous abonner à celle-ci, ce qui vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc d'ici là, eh bien, comme d'habitude, portez-vous bien.